Bom, bom dia a todos. Com uma enorme satisfação que damos início a mais essas duas conferências do Ciclo de Estudos Avançados em Ciências e Humanidades. E hoje nós temos a honra de contar com a professora Anne Chang, que é professora do Collège de France, de Paris. Ela é professora nascida em Paris, de família chinesa, estudou sempre na França com foco em clássicos de língua europeia e literatura, entrou na École Normale Supérieure, dedicou estudos chineses, e então tem se dedicado, fez doutorado na Universidade de Cambridge, e então trabalha sobre a história intelectual da China e do confucionismo em particular, primeiro no CNPq francês, o CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica, depois do Instituto Nacional de Línguas e Expressões Orientais. Foi nomeada para o Instituto Universitário de France, para o Collège de France 2008, que é uma das mais importantes instituições francesas. É a sua segunda visita ao Brasil. Ela esteve aqui no lançamento do livro, que está aí na frente, História do Pensamento Chinês, pela Voz, uma belíssima tradução, e várias outras obras. Atualmente ela está dedicada a um projeto sobre o pensamento da democracia dos BRICS. Então, eu vou fazer a tradução consecutiva, mas nós temos também um PowerPoint em português, e as perguntas podem ser feitas em italiano, francês, inglês ou chinês. Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais d'abord vous demander d'excuser le choix du français comme langue de communication. C'est le choix qu'a fait mon hôte, le professeur Tavares de Santos, que je remercie vraiment de son invitation qui me permet de venir une deuxième fois au Brésil et pour la première fois donc à Porto Alegre. Et je dois dire que je suis vraiment très, très heureuse et très honorée d'être ici. Donc le choix du français n'est pas le mien. J'aurais pu vous parler anglais, chinois, italien, mais c'est le français donc langue des sciences sociales qui a été retenue. Avant de commencer, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir une très brève présentation de l'institution que je représente ici, à savoir donc le Collège de France. En tant que... Ah, traduire, oui, d'accord. A professora Chang agradece que a escolha da língua foi de sugestão nossa. Nós precisamos mostrar, eu, professor Elvis, que afinal o francês existe ainda. E a professora agradece essa oportunidade. Ela vai começar com uma exposição sobre a instituição do Collège de France. Donc le Collège de France, c'est une institution dont vous avez peut-être entendu parler en tant que spécialiste de sciences sociales, parce que vous savez peut-être que des grands noms de la French Theory, comme Michel Foucault ou Pierre Bourdieu, étaient donc professeurs au Collège de France. Mais l'institution et le fonctionnement de l'institution elle-même peut-être ne vous est pas si familier que ça, et c'est important de savoir un petit peu ce qu'est cette institution qui est très spécifique et je pense pratiquement unique au monde. Então vai começar com o Collège de France, fundado em 1530, muito famoso na área de ciências humanas desde Bourdieu
Bourdieu e Foucault, pela French Theory, como dizem os americanos. Então, acho importante começar por essa exposição. Donc, vous voyez sur cette première diapositive que le Collège de France a été fondé par le roi de France, François Ier, en 1530, c'est-à-dire donc au XVIe siècle, ce qui veut dire que c'est une institution représentative de l'humanisme européen de la Renaissance. Et vous avez ici donc la devise en latin du Collège de France, Docet Omnia, qui veut dire donc le Collège de France enseigne tout. Et sous-entendu, il enseigne tout ce que la Sorbonne n'enseignait pas à l'époque. La Sorbonne qui était au XVIe siècle encore beaucoup sous l'influence de l'Église. Então, o Colégio de France parte dessa máxima do pensamento renascentista, tudo aqui deve ser ensinado, e na realidade ele se opunha, na época, à Sorbonne, ainda muito influenciada pelo pensamento da Igreja. Donc, le Collège de France a donc commencé l'enseignement de disciplines qui n'étaient pas enseignées à la Sorbonne, comme les mathématiques, l'arabe, et bien plus tard, le Collège de France a été la première institution en Europe, c'est-à-dire dans tout l'Occident, à enseigner, donc à créer une chaire spécifique pour le chinois et pour le sanskrit. Então, o Colégio de France hoje tem essas 57 cadeiras, né? E lá, por exemplo, começou a ser ensinado matemática ou árabe, que não era ensinado na Sorbonne. E depois ele foi das primeiras instituições francesas a ter uma cadeira sobre o chinês e o sânscrito. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir sur le Collège de France, c'est que ça n'a rien à voir avec une université. L'institution n'est pas organisée en département comme une université, mais en une cinquantaine de chaires qui couvrent pour moitié à peu près 25 chaires sur les disciplines scientifiques et les 25 autres sur les disciplines dites littéraires, c'est-à-dire sciences humaines et sociales. Et chaque chaire est occupée donc par un professeur qui a autour de lui donc une équipe avec des assistants et pour les chaires scientifiques des laboratoires d'expérimentation. Então, essas 57 cadeiras, naquelas diversas disciplinas, metade delas são para disciplinas chamadas científicas, as hard science, e outras para chamadas disciplinas literárias ou ciências humanas e sociais. Ela é ocupada por um professor, que é eleito pelo colégio de professores, e cada professor tem a sua equipe, no caso das outras ciências, também o seu laboratório. Donc, le Collège de France est aussi, depuis sa création, une institution collégiale, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est une institution qui est totalement indépendante de tout pouvoir politique et de tout pouvoir économique, ce qui garantit donc la liberté de recherche et de pensée. Et toutes les décisions sont prises de manière collégiale, donc dans cette salle que vous voyez, qui est notre salle d'assemblée, où nous nous assemblons 3 fois par an. Então, o Colégio de France é totalmente independente de qualquer projeto político e econômico. Os professores são escolhidos por essa Assembleia de Professores que se reúne nesta sala a cada 3 vezes por ano e os títulos das cadeiras também seguem o governo da ciência e das humanidades. Donc, en plus des quelques 50 chaires permanentes, il y a également un certain nombre de chaires annuelles qui sont occupées seulement pour 1 an dans des domaines de pointe comme la création artistique ou l'innovation technologique. Il y a également une chaire connaissance, savoir contre pauvreté, où nous avons accueilli en particulier donc, une
cadeiras, as chamadas cadeiras anuais, que são aquelas dedicadas a domínios de ponta do conhecimento, ou a inovação científica e tecnológica, ou a criação artística. Além disso, há uma cadeira chamada O Saber sobre a Pobreza, que recentemente acolheu uma antropóloga brasileira. Donc, juste quelques mots rapidement sur les différentes missions du Collège de France. La première mission est d'enseigner donc non pas comment dire, un curriculum établi, non pas en fait de la connaissance toute faite, établie, mais la connaissance en train de se faire. Et vous avez ici donc une citation du philosophe français Maurice Merleau-Ponty qui insiste justement sur cet enseignement donc d'une connaissance en train de se faire. Então, o que distingue o Colégio de França é exatamente a ideia de aparecer um conhecimento que está se fazendo muito menos do que conhecimento já estabelecido. E nesse sentido, a frase do Merleau-Ponty vai dizer a ideia de uma pesquisa que é livremente conduzida, muito mais do que verdades indisputáveis. Donc, une des grandes spécificités du Collège de France, c'est que l'enseignement est ouvert au public gratuitement. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir au Collège de France suivre n'importe quel enseignement. Donc il n'y a pas de frais d'inscription et on ne demande pas de qualification particulière. Vous n'allez pas à prouver que vous avez telle ou telle qualification, le baccalauréat ou tel diplôme. En revanche, le Collège de France ne délivre pas de diplôme. Donc j'ai bien insisté sur le fait que ça ne fonctionne pas comme une université. Portanto, ele não funciona como uma universidade. Os professores têm em média 12 aulas por ano para relatar as suas últimas pesquisas naquele seu domínio de conhecimento. E a audiência é completamente livre, não há registro, não há taxa, tampouco há diploma. O quadro mostra talvez 120 mil pessoas por ano que vão a essas conferências. Donc, cet enseignement de très haut niveau, donc, dispensé librement et en accès libre à tous les citoyens, ça c'est vraiment la grande idée du Collège de France depuis sa création. Et cette vocation de service public est renforcée actuellement par l'utilisation de l'Internet pour diffuser les enseignements. Donc tous les enseignements du Collège de France sont accessibles gratuitement et librement donc, en ligne. Alors en français, mais aussi maintenant en anglais, et en ce qui concerne donc, les cours en chinois aussi. Donc pour moi c'est une chose très importante de pouvoir toucher donc, le public sinophone, qui a la garantie d'avoir donc une parole libre sur ce qui se passe en Chine en ce moment. Então, esse ensino, a ideia é ser um ensino de alto nível, né? Acessível a todos os cidadãos e cidadãs, essa é a missão do Colégio de France, portanto, um serviço público ao público. E, recentemente, eles começaram a usar a internet para difundir os seus cursos, tanto em francês como em inglês, e agora, como curso da professora em chinês, porque eu acho importante que haja um pensamento livre a falar sobre as coisas da China nesse momento. Donc, j'insiste sur le fait que ce n'est pas moi qui ai choisi cette présentation PowerPoint, mais il se trouve que vous avez ici donc le texte de ma leçon inaugurale qui s'intitule « La Chine pense-t-elle ?» C'est une vraie question. Donc, chaque enseignement nouveau, chaque fois qu'il y a une nouvelle chaire écrite au Collège de France, ça commence donc par cet exercice redoutable donc, de la leçon inaugurale. Ela fez, então foi ela que escolheu a foto da apresentação, mas no caso, a cada professor
professo na sessão inaugural, que é publicada nessa coleção, e no caso dela, a sua conferência se chama Poderia a China pensar-se a si mesma? Là aussi, c'est pendant que j'ai choisi cette photo. Là, vous me voyez donc en train de donner ma leçon inaugurale. En dessous, vous avez donc mon collègue Stanislas Dehaene, qui était un très grand spécialiste de sciences cognitives, en train d'essayer de donner sa leçon inaugurale. Et ici, vous avez donc une vue du plus grand amphithéâtre du Collège de France, où je donne mes cours. Estava precedentemente um professor de ciências cognitivas dando a sua aula, e aí é o auditório, o maior auditório do Collège de France, onde o professor Alexandre dá as suas aulas. Donc, le Collège de France a une vocation internationale et a des conventions qui sont signées avec un certain nombre d'institutions dans le monde. Et là, vous voyez qu'avec le Brésil, nous avons une convention avec l'Université fédérale de Rio de Janeiro, qui a été donc initiée par les mathématiciens, qui sont en relation avec l'école des mathématiciens brésiliens. O colégio tem feito uma série de convênios com entidades do mundo inteiro, que estão dispostas. No caso brasileiro, é com um grupo de matemáticos, que eles têm um acordo de convênio. Esperamos que um dia ele vai terminar. Donc, la deuxième mission du Collège de France, c'est donc dans le prolongement de la première mission, qui est d'enseigner la connaissance en train de se faire. Et donc, le Collège de France a une vocation à la recherche de pointe et à la formation à la recherche à l'intérieur donc, de ces laboratoires. Complementarmente, o Collège de France trabalha na ideia da educação em pesquisa e no treinamento de jovens pesquisadores de suas várias áreas de conhecimento. Là, je passe un peu rapidement donc, sur tous ces nombre de laboratoires, de recherche, etc. Donc le Collège de France, ce n'est pas uniquement 50 professeurs, il y a beaucoup de monde autour justement de ces chaires, donc des équipes de jeunes chercheurs, des postdoctorants, aussi des bibliothèques spécialisées. Et enfin, un endroit très important ici, c'est la cafétéria, que je ne recommande pas pour sa nourriture, mais pour la vue qu'on a sur Paris, surtout Paris. O colégio então tem ali dos 400 pesquisadores, mais de 200 técnicos de pesquisa e centenas de estudantes de doutorado e de pós-doutorado. Sobre o laboratório, além disso tem uma cafeteria, a luz da vida, que tem uma bela vista do país, embora logicamente a alimentação. Et donc la troisième mission du Collège de France, toujours dans la même direction, est la diffusion de la connaissance, du savoir et de la recherche à travers donc un certain nombre de publications qui peuvent être traditionnellement sur papier ou bien maintenant de plus en plus en ligne. Et donc vous pouvez trouver sur le site internet du Collège de France vraiment beaucoup de documentation en libre accès, donc, qui sont les produits donc, de l'enseignement et des colloques organisés par le Collège de France. Há uma série de publicações, né, rodas inaugurais e análises de simpósios, etc., mas também cada vez mais na internet, é possível acessar o site, e lá acessou em torno de 17 milhões de horas de conferências, por exemplo, e outros materiais que são disponíveis. Donc, en fait, à travers cette diffusion sur Internet,
on est accessible dans le monde entier. Et je dois dire que j'ai quelquefois des échos des auditeurs dans le monde. Et une fois, il y a un éditeur brésilien qui m'a écrit un email en me disant j'écoute vos cours en podcast en faisant mon jogging sur Copacabana. Et je lui ai répondu j'aimerais bien inverser les rôles. Então, a oportunidade de ouvir essas palestras, então, um brasileiro que estava fazendo o seu jogo em Copacabana, no enviou um e-mail, ela disse que gostaria muito bem de ver todos os papéis. Donc ici, vous avez le volume qui paraît chaque année des résumés d'enseignement de toutes les chaires, et vous avez la lettre, la newsletter du Collège de France, qui existe également donc en version électronique. Então, a cada ano são publicados resumos de todas as cadeiras, né? E também isso agora está disponível nesse site do Biorg, Donc voilà le site web du Collège de France que vous êtes tous invités à regarder, et nous terminons sur une vue de la cour centrale du Collège de France avec la statue de Champollion, donc le savant français du 19e siècle qui a été le premier à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Essa é a parte principal de entrada do colégio, com a estátua de Champollion, que você sabe, decifrou os hieroglíficos da Pedra de Roseta, se não me lembro do grego. Donc voilà pour cette présentation du Collège de France. Maintenant, nous abordons le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est donc en fait la pensée chinoise vue à travers donc, sa tradition et ses ruptures. Et donc j'ai pensé que peut-être la manière la plus appropriée d'aborder le sujet serait de parler de Confucius, étant donné que c'est probablement le nom le plus connu de l'histoire intellectuelle chinoise et probablement le seul à être connu en Occident. Et il se trouve que c'est un nom qui est associé à la fois à la tradition et aux ruptures de la modernité en Chine. Et on peut se demander pourquoi ce nom de Confucius revient si souvent dans la Chine actuelle. Vous avez sans doute lu des choses dans les médias concernant donc, ce retour de Confucius en Chine. Et donc comment expliquer que ce personnage, qui a été un antique maître de sagesse, qui a vécu au 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, c'est il y a 2500 ans, comment expliquer que ce personnage prenne autant d'importance 2500 ans plus tard dans la Chine actuelle du 21e siècle, dans cette Chine en pleine montée en puissance économique et géopolitique au sein d'un monde globalisé. Então, agora começou essa conferência sobre o pensamento chinês, tradição e ruptura, e pareceu interessante começar com esse autor, que todos conhecem, Confúcio, e principalmente porque o Confúcio representa há um tempo a tradição, ele viveu no século VI e V a.C., portanto 2500 anos, mas ele é extremamente atual, e essa é a questão. Como ele é ao mesmo tempo tradição e uma ruptura da modernidade, e como se explicar essa enorme difusão do Confúcio na China atual?
l'expression chinoise Kongfuzi, qui veut dire maître Kong. C'est comme ça qu'on appelle Confucius en chinois. Une latinisation qui a été effectuée au XVIIe siècle par les missionnaires chrétiens, en particulier les missionnaires jésuites, qui ont été les premiers à faire connaître Confucius auprès des élites européennes. Alors, d'après les sources de l'Antiquité chinoise, Confucius est un maître de sagesse qui aurait passé sa vie à enseigner à un groupe de disciples l'art de gouverner un pays et en même temps l'art de se gouverner soi-même dans l'esprit des rites et dans le sens de l'humain. Então, Confúcio, né, esse nome é uma romanização, seria o mestre da sabedoria, e na realidade nomeado assim pelos missionários jesuítas do século XVIII para torná-lo conhecido da elite europeia e dedicar a sua vida a ensinar esse grupo de discípulos tanto a arte de governar o país, a arte de governar a si mesmo, sempre no espírito do ritual e do senso do humano. C'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ que l'espace chinois s'est trouvé unifié par le premier empereur, ce fameux premier empereur dont vous avez la tombe à Xi'an actuellement, entouré de ces soldats de terre cuite. Je suppose que vous avez tous vu ça. Donc ce premier empereur qui a réussi à unifier l'espace chinois en 221 avant Jésus-Christ, a donné lieu à une dynastie qui a duré 4 siècles, la dynastie Han, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne, et c'est cette dynastie Han qui a véritablement fondé l'ordre impérial chinois. Et dans cet ordre impérial chinois, le personnage de Confucius et les textes qui lui sont associés jouent un rôle primordial dans la mesure où cet ordre impérial est fondé sur une bureaucratie qui est recrutée à travers sa connaissance justement de ces textes confucéens. Et c'est un système donc de recrutement de la bureaucratie impériale qui a perduré jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à il y a une centaine d'années seulement. Bom, esse primeiro imperador, Qin, inaugura a dinastia Han, que perdurou durante 4 séculos. Geralmente todos conhecem o exército de terracota que ficava ao lado da tumba do imperador em Xi'an, são 8.000 até agora descobertos. E é muito importante aí o papel do pensamento confuciano, no sentido de que a ordem imperial se baseava numa burocracia que era recrutada por exames exatamente sobre o pensamento de Confúcio, o conhecimento desses textos. E esses exames perduram até o século XX, quase 22 séculos. Fomos em 1905. Vous avez ici un rappel, disons, chronologique de ce que j'appelle la longue marche de la Chine vers la modernité, qui concerne en gros donc à peu près la centaine d'années entre le milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire donc les guerres de l'opium, entre les années 1840 et 1860, et en gros donc les années 1960, qui correspondent donc
à la révolution culturelle, c'est-à-dire donc le paroxysme du régime maoïste. Donc vous avez là tout un siècle de marche de la Chine vers la modernité. Donc très rapidement, au lendemain des guerres de l'opium, l'Empire chinois est obligé donc de reconnaître la suprématie occidentale et est forcé donc de suivre le modèle japonais. Le Japon qui a commencé en 1868 à lancer une ère de réforme, les fameuses réformes de l'époque Meiji. Et donc la Chine essaye de suivre cet exemple japonais donc, en 1898 avec la première tentative de réforme politique de toute l'histoire impériale chinoise. Et là, vous voyez que cette tentative de réforme de 1898 suit de quelques années la défaite de la Chine face au Japon. Le Japon, qui avait été considéré jusque-là par la Chine comme un vassal, un État satellite, commence justement, grâce à sa politique de réforme, à avoir un comportement assez agressif vis-à-vis de la Chine qui va continuer ensuite pendant la première moitié du XXe siècle. Bom, vocês veem lá uma cronologia, que eu não consigo enxergar aqui, mas no caso, que vai de 1840, nas primeiras duas guerras do ópio, né, quando dá a grande invasão da China pelos poderes ocidentais, passando por um momento importante, que são os efeitos da restauração Meiji de 1868 no Japão, que moderniza a cidade japonesa, e chega então até um ano importante, 1898, que é o primeiro momento de tentativas de modernização política no sentido de uma monarquia parlamentarista, que não tem resultado, seguindo o exemplo dos japoneses, mas na realidade a China até então ela menosprezava todos os países periféricos da Ásia, inclusive o Japão, mas com a derrota na guerra de 1895 há essa tentativa de modernizar que não tem resultado. Acho que é possível. Donc, vous avez ensuite cette date de 1905 où le Japon, après avoir défait la Chine, défait également la Russie. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un État asiatique est victorieux sur un État européen. Et en même temps, en 1905, vous avez en Chine donc l'abolition du système des examens, c'est-à-dire donc de ce système de recrutement de la bureaucratie impériale par ces examens qui consistent justement à maîtriser ces textes confucéens. Et donc, vous voyez que c'est une manière très intéressante que quelques années plus tard, après l'abolition du système des examens, tout le système impérial s'effondre pour donner lieu à la première république de toute l'histoire chinoise, la république présidée par Sun Yat-sen. Donc vous voyez, entre 1905 et 1912, il y a juste quelques années d'écart, le système des examens est aboli et presque tout de suite après, c'est tout le système impérial qui s'effondre. Donc vous voyez que cette connaissance des classiques confucéens était véritablement un pilier du système impérial chinois. Então, é interessante que em 1905, ao mesmo tempo, o Japão ganha da China, mas também ganha da Rússia, por ser ganha de uma potência europeia. E no mesmo ano, 1905, os exames imperiais para a burocracia dos mandarins é extinto, e esse exame exatamente se baseava no conhecimento dos textos clássicos e principalmente do Confúcio. Então é interessante que nesse curto período de tempo, 1905 1912, nós tivemos realmente a debacle do sistema imperial chinês. Donc,
après cette restauration de la République, la date la plus importante à retenir, c'est ce mouvement du 4 mai 1919. Ça, c'est une date vraiment fondatrice pour la modernité chinoise, puisque c'est un mouvement moderniste qui établit une équivalence entre modernisation et occidentalisation. Je pense qu'au Brésil, vous connaissez cette problématique. Il y a cette éternelle question de savoir si est-ce que la modernisation veut dire nécessairement donc occidentalisation. Et donc en Chine, c'est en 1919 que la question est posée pour la première fois, puisque l'un des slogans principaux du mouvement du 4 mai, c'est « À bas Confucius et sa boutique ». Et de manière intéressante, vous allez retrouver ce slogan dans les années 1960-70, pendant la révolution culturelle. Donc on pourra dire que la révolution culturelle maoïste est une sorte de remake, une sorte de répétition, mais en plus violent, de ce mouvement du 4 mai 1919. O interessante é que esse movimento só vai ser retomado em um outro movimento, muito breve também, de 4 de maio de 1919, que refletia toda uma frustração de intelectuais face àquela realidade chinesa humilhante, né? E toda a questão que se colocava lá era: a modernização significa ocidentalização ou não? E o que ela ressalta é que que tanto os jovens de maio de 1919 quanto mais tarde, na Revolução Cultural de 1960, o que é comum é a ideia de jogar o confucionismo fora, culpando o confucionismo pelos males e atrasos materiais e morais da China. Donc là, vous remarquez que les étapes de ce rappel chronologique, en fait, vont à peu près de 30 ans en 30 ans. Et donc, après 1919, une génération plus tard, 30 années plus tard, vous avez la date de 1949, qui commence à devenir plus familière pour vous, puisque 1949, c'est la date de la prise du pouvoir par les communistes en Chine continentale et la fuite du gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek à Taïwan. Cette prise du pouvoir par les communistes et par Mao en particulier connaît donc un paroxysme dans les années 1960-1970, plus exactement 66 à 76, dans la révolution culturelle, donc lancée par Mao dans une tentative de reprendre le contrôle, et qui apparaît, comme je le disais tout à l'heure, une répétition, mais en plus violente, donc, du mouvement du 4 mai 1919. Vocês viram que nesse cronograma os ciclos são mais ou menos de 30 e 30 anos, né? Então, em 49, todos conhecemos, né, a Revolução Comunista e Maoísta, e depois, em 66 e 76, né, a Revolução Cultural, que, de algum modo, retoma aquela crítica do pensamento clássico que tinha havido em 1919, só que, evidentemente, com métodos muito mais violentos, como todos conhecemos. Donc, on peut penser que dans ce paroxysme de violence de la révolution culturelle, où beaucoup de choses ont été détruites, mais aussi beaucoup de personnes tuées ou
traumatisé à vie, on peut penser que tout l'héritage de Confucius a été détruit. Parce qu'entre-temps, donc, vous avez deux diagnostics d'origine européenne qui condamnent donc le confucianisme comme étant vraiment quelque chose du passé. Vous avez le diagnostic de l'analyse marxiste, pour qui donc tout ce qui correspond à l'histoire impériale chinoise et donc à l'idéologie confucéenne est à reléguer au musée de l'histoire. Appartient à un passé féodal. Et vous avez d'autre part le diagnostic du sociologue allemand Max Weber, qui est mort donc en 1920, et pour qui donc le confucianisme est également un obstacle à la modernité. Vous connaissez tous probablement la thèse centrale de Max Weber concernant donc l'éthique protestante comme moteur du capitalisme moderne européen. Et pour Max Weber, donc, le confucianisme était le contre-exemple parfait. C'est-à-dire pour montrer justement comment une idéologie comme le confucianisme pouvait être un obstacle justement à l'apparition du capitalisme en Chine. É interessante que todo o paroxismo da violência que houve na Revolução Cultural, centenas de pessoas mortas ou incapacitadas, destruição de monumentos, na realidade representava também uma herança de um pensamento ocidental que também ele criticava o confucianismo, no caso o marxismo, no sentido de que essa herança da China imperial impedia o desenvolvimento da sociedade de uma produção capitalista, mas também de Max Weber, que no seu livro Ética Protestante ia atribuir à ética o motor do desenvolvimento capitalista e, portanto, todo o pensamento tradicional deveria ser também jogado na poeira da história. Alors, après la fin de la révolution culturelle, avec la mort de Mao en 1976, vous commencez à voir un retournement complet de cette situation, puisque à partir des années 1980, donc à la périphérie de la Chine continentale, commence à s'observer donc un essor économique sans précédent dans le sillage du Japon, de ce qu'on appelait à l'époque les 4 petits dragons, c'est-à-dire donc Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud. Et donc les observateurs occidentaux en particulier ont voulu expliquer donc ce boom économique des 4 petits dragons, qui sont tous en quelque sorte sous influence chinoise, par des facteurs culturalistes, c'est-à-dire en disant c'est sans doute ce boom économique est à relier avec ce qu'on appelait à l'époque les valeurs asiatiques ou dans le cas chinois les valeurs confucéennes. Alors ces valeurs confucéennes, c'était censé être le sens de la famille, la priorité à l'éducation, le sens de l'économie, le goût du travail forcené, etc. Donc vous avez à partir des années 1980 donc, ce retour justement des valeurs confucéennes par le biais donc de ce boom économique aux marges donc de la Chine. Então, após a morte do presidente Mao em 1976, começa toda uma modernização da China, chamadas quatro modernizações, e, portanto, uma reversão, uma volta aos valores asiáticos. E lembro que na periferia da China, nessa época, havia o crescimento econômico do Japão e dos 4 pequenos dragões, Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. E, nesse sentido, esses valores asiáticos adquirem uma centralidade e retiram do confucionismo
as ideias de respeito à família, de hierarquia em relação aos familiares, de educação, de parcimônia e economia e também de trabalho árduo. Donc en fait, ce retournement qui commence à la périphérie commence ensuite à gagner donc, le cœur de la Chine continentale elle-même à partir donc de la fin des années 1980 et pendant les années 1990. Alors, la fin des années 1980, comme vous le savez, a été marquée par le massacre de Tiananmen, ordonné par Deng Xiaoping. Et c'est le même Deng Xiaoping qui, en 1992, fait une tournée des régions du Sud en Chine, c'est-à-dire des régions économiques spéciales, et à ce moment-là lance le slogan de l'économie socialiste de marché, qui est évidemment une contradiction dans les termes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Deng Xiaoping cite à ce moment-là le Singapour de Lee Kuan Yew comme modèle pour la Chine. Lee Kuan Yew qui vient de mourir d'ailleurs et qui a lancé Singapour sur la voie justement d'une très forte prospérité économique combinée avec un régime politique extrêmement autoritaire. Então, essa volta do confucionismo se faz nos anos 90 e, por exemplo, em 1992, Deng Xiaoping faz uma famosa turnê pelas províncias do Sul, na qual ela, então, inaugura aquelas zonas econômicas especiais, primeiro em frente a Taiwan, depois em frente de Cantão, e vai citar Singapura e o seu líder, Lee Kuan Yew, como um modelo, né, para a China, no sentido, e ele cunha a expressão, economia socialista de mercado, combinando com Singapura, onde havia governo autoritário à época. Donc là, vous avez en fait une convergence intéressante entre, d'une part, les idéologues marxistes et, d'autre part, les idéologues anti-marxistes sur un point commun, c'est-à-dire, vous aviez donc les idéologues marxistes de la période maoïste qui cherchaient donc un socialisme sans l'Occident et qui rejoignent des idéologues anti-marxistes qui, eux, cherchent une modernité économique toujours sans l'Occident. Donc là, vous avez une espèce de convergence d'intérêts entre des idéologies totalement opposées. E aí é interessante que há uma convergência de interesses de duas ideologias totalmente opostas. Por um lado, os marxistas, que gostariam de fazer o socialismo sem o Ocidente, e por outro lado, os antimarxistas, que buscavam uma modernização também sem o Ocidente. Então, curiosamente, uma convergência de duas teses opostas, aparentemente. Donc, à partir des années 1990, en Chine, c'est là que vous voyez apparaître ce phénomène du retour de Confucius, qu'on observe sous toutes sortes de formes actuellement. Et je dois dire que je ne peux pas manquer d'être frappée par le contraste entre deux images que je voudrais vous montrer. Vous avez donc cette image, cette photo qui a été prise pendant la Révolution culturelle, donc au début des années 1970. Vous voyez donc un groupe de gardes rouges en train de démolir donc, le temple de Confucius à Qufu, qui est le pays natal de Confucius. Vous voyez quelqu'un là qui a une hache en train de détruire le temple. Et ce qui est intéressant, c'est ici, vous avez un slogan écrit sur une affiche qui dit « À bas Confucius » et son espèce, avec sa famille. Donc là, vous voyez justement l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire donc la révolution culturelle comme étant un remake mais en plus violent
du mouvement du 4 mai 1919. À quelques décennies près, une génération près, donc vous avez cette répétition un plus violente. Essa foto mostra uma foto da Revolução Cultural, os guardas vermelhos destruindo o templo de Confúcio na cidade natal de Confúcio. E ali há que está escrito em caracteres chineses, abaixo Confúcio e sua família. Isso mostra, portanto, a violência desse momento em relação a Confúcio. Donc ici, vous avez une autre photo de la campagne Piling Pikong. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Campagne de critique contre Lin Biao, qui était l'ennemi de Mao à abattre, et Pikong, c'est-à-dire critique de Confucius. Donc vous demanderez à juste titre quel est le rapport entre Lin Biao et Confucius, mais c'était une manière justement pour Mao de dire que Lin Biao faisait partie de ce passé féodal dont la Chine n'a plus besoin, et donc de l'associer à Confucius dans cette critique. Essa é uma foto, então, um pouco mais recente do que a anterior, mostrando uma campanha contra Lin Biao, que na época, então, tinha sido primeiro-ministro do Mao, mas era o inimigo político do Mao, e vinha morrendo, apesar de muito esclarecido, por um avião indo para a União Soviética, e o próprio Confúcio. Então, ela fez, não há nenhuma relação entre os dois, a non ser la campagne. Donc vous voyez ces gens, les gardes rouges ici, ces gens qui manifestent contre Lin Biao et Confucius, qui sont dans leur vingtaine ou trentaine d'années. Donc ce sont les mêmes qui maintenant ont 50 ou 60 ans, qui sont au pouvoir, et ce sont les mêmes qui érigent ces statues de Confucius partout en Chine. Vous avez ici une statue de Confucius qui est à l'entrée du campus de l'Université du Peuple, Renmin Daxue, donc à Pékin. Renmin Daxue, l'Université du Peuple, a été créée pour former les cadres du Parti communiste chinois. Donc c'est quand même un drôle de paradoxe de voir qu'à l'entrée du campus, vous avez maintenant une statue de Confucius. Et ces statues de Confucius, maintenant, vous les trouvez partout en Chine, non seulement sur les campus, mais aussi dans le métro, dans les grands magasins, partout. Naquela foto anterior mostrava que aquelas mesmas pessoas que tinham então 20 ou 30 anos, agora têm 50 ou 60, são os atuais dirigentes da China. Eles são aqueles que estão no poder. E essa estátua mostra, então, uma estátua de Confúcio na entrada da Universidade do Povo em Beijing, que é a universidade que forma os quadros do establishment. E a estátua do Confúcio em vários campos do metrô, um pouco por tudo. Donc maintenant, le retour de Confucius en Chine populaire prend toutes sortes de formes. Vous l'avez déjà dans le discours officiel du Parti communiste chinois pendant l'ère Hu Jintao, c'est-à-dire donc l'ère qui a précédé celle actuelle de Xi Jinping. Vous aviez donc le mot d'ordre de société d'harmonie socialiste. Alors la société d'harmonie socialiste, c'est un petit peu comme l'économie socialiste de marché, c'est-à-dire c'est une sorte de contradiction dans les termes, étant donné que vous avez un peu de mal à concilier donc la conception marxiste de la société en termes de lutte des classes, combinée avec la notion d'harmonie confucéenne. Donc là, entre l'harmonie et la lutte des classes, il y a comme une contradiction, comme entre l'économie de marché et l'économie socialiste. No atual discurso oficial do Partido Comunista Chinês, do Hu Jintao como do Xi Jinping atual, há essa ideia de uma sociedade da harmonia socialista e da economia socialista do mercado. São duas antíteses em si mesmas, porque no pensamento marxista
a luta de classes se opõe à ideia da visão confuciana da harmonia da sociedade. Portanto, a sociedade da harmonia socialista seria um paradoxo, assim como a economia socialista de mercado, um outro paradoxo. Donc, oui, je vous disais que le retour de Confucius prenait toutes sortes de formes. Là, vous le voyez sous forme de timbre. Donc, là, vous avez la tête de Confucius en timbre. Ici, vous avez, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises moi-même au centre de recherche sur Confucius, que vous avez à Tufo, toujours au pays natal de Confucius. Là où on a vu les gardes rouges détruire le temple de Confucius, maintenant vous avez ce centre d'études sur Confucius, très luxueux, vous voyez, enfin, assez, comment dire, grandiose, avec ici donc la tête de Confucius, qui ressemble étrangement à celle de Marx d'ailleurs. Bom, então, no slide anterior havia como Confúcio foi ajustado nos selos, né? E no slide anterior mostrava exatamente o mesmo lugar que antes víamos a destruição do templo do Confúcio, em Tifu, a cidade natal do Confúcio, o centro de estudos sobre Confúcio, extremamente grandioso, e depois essa estátua da cabeça Confúcio, e ela ressalta que parece muito de Marx, que está no cemitério daquele nosso irmão. Ici, donc, vous avez en fait la mise en parallèle entre deux petites publications vraiment qui sont grandes comme ça. D'un côté, vous avez donc une édition réduite des entretiens de Confucius. Et de l'autre côté, vous avez le manuel du parfait membre du Parti communiste, qui sont conçus sur le même modèle. Aqui sobre o mesmo modelo, nós temos por um lado os anacletos, né? Os anacletos ou entrevistas com o pensamento Confúcio, no mesmo formato, o manual do militante do Partido Comunista, a nossa geração. Et donc j'étais à Tufo en 2008 et c'était donc juste avant les Jeux Olympiques de Pékin. Et là vous avez une cérémonie qui était organisée pour l'anniversaire de Confucius à Tufo avec donc les caméras de la télévision chinoise. Ici vous avez les jeunes pionniers communistes à l'entrée de la cérémonie. Ici vous avez donc le même temple de Confucius qui a été reconstruit, qui est tout neuf, qui est en béton, qui a été détruit par les gardes rouges, mais qui a été reconstruit. Et maintenant vous avez ces cérémonies en l'honneur de Confucius, avec donc des danseurs qui portent des costumes d'époque. Alors ce qui est assez amusant, c'est de voir que en dessous des tuniques, ils portent des Nike. Bom, então aquelas duas slides mostram o templo, na mesma cidade natal de Confúcio, Tifu, o templo reconstruído em concreto, aquele mesmo que tinha sido destruído pela Guarda Rouge. E essa cerimônia é uma homenagem a Confúcio, aqueles dançarinos, tem um traje de época, com toda uma dança ritual, e ela repara que sob os trajes estava um Nike. Vous avez ici donc quelque chose qui sera repris dans la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques de Pékin. Vous avez ici une banderole qui porte une phrase donc, des entretiens de Confucius. Et cette phrase dit en particulier donc à l'intérieur des quatre mers, tous les hommes sont frères.
Et cette phrase donc, sera reprise lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a été mise en scène par Zhang Yimou, qui est ce cinéaste mondialement connu, et qui a imaginé donc un tableau où on voyait des lettrés confucéens. En réalité, c'était des soldats de l'armée populaire de libération déguisés, et qui scandaient donc des phrases tirées des entretiens de Confucius. Então, nessa cerimônia, em relação ao Confúcio, está essa bandeirola, onde está escrito sobre os 4 mares, todos são irmãos, que é uma das frases de Confúcio. E essa cerimônia também foi repetida, mostrava no slide anterior, durante os Jogos Olímpicos na China, organizada pelo famoso cineasta, e lá reuniram soldados do Exército Popular de Libertação disfarçados de estudiosos de Confúcio. Donc ici, vous avez un autre aspect du retour de Confucius en Chine, à travers donc l'éducation. Vous avez un effort qui est fait pour réintroduire donc l'enseignement des classiques confucéens auprès des jeunes enfants et même auprès des moins jeunes et même des adultes. Donc à tous les niveaux de l'éducation, c'est-à-dire depuis le kindergarten, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, vous avez donc ces cours d'initiation donc au classique confucéen. Vous voyez ici sur la photo donc une petite fille qui tient donc un exemplaire des entretiens de Confucius, l'œil chinois, et qui pose la question: est-ce que tu as lu les entretiens de Confucius? Sous-entendu, si tu ne les as pas lus, il faut se dépêcher de les lire. Bom, essa presença também se faz no campo educacional, seja para crianças em práticas educativas, mas também para jovens e mesmo adultos. Essa foto mostra uma criança lendo os Analectos, o Kantian, e a frase diz o seguinte: você já leu? Ici, vous voyez donc des petits Chinois dans une classe ouverte dans une école privée, c'est-à-dire financée par les parents, avec le portrait donc, de Confucius accroché au mur, et un maître donc, qui enseigne à ces petits-enfants chinois donc, à apprendre par cœur les classiques confucéens. E aqui então nós temos uma escola privada, né, para os pais, onde os meninos recebem o ensinamento do Confúcio que está lá na frente. Et enfin, vous avez ici la couverture d'un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et qui est donc une lecture des entretiens Confucius par cette dame que vous avez ici et qui n'est en rien spécialiste de Confucius mais plutôt spécialiste de communication et qui a donc réussi à faire des entretiens Confucius un best-seller donc, en Chine. E esta dama, Liu Dan, que não é uma especialista em Confúcio, ela é especialista em comunicação, ela escreveu esse livro chamado A Felicidade, segundo Confúcio, que vendeu mais de 10 milhões de exemplares, inclusive foi propagado em programas de televisão. Donc cette lecture des entretiens a été très critiquée par les intellectuels et les universitaires parce que on a considéré que cette dame avait une lecture extrêmement consensuelle des entretiens qui va tout à fait dans le sens de ce que veulent les autorités officielles, hein, c'est-à-dire qui fait de Confucius le penseur d'une sorte d'ordre moral, qui va très bien donc justement dans le sens de la propagande officielle actuelle en Chine. Então, esse livro foi muito criticado também pelos especialistas, mas na realidade ele reflete toda uma ideia
de uma ordem moral e que está no cerne da propaganda oficial chinesa desses dias. Bien, donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour laisser du temps pour les questions. Merci de votre attention et merci de notre conducteur, qui n'a pas pu justement projeter ses connexions. En tout cas, merci à tous. O senhor agradece e volta para o debate. À propos de traduction, si je peux poser cette question, est-ce que vous pensez que ce serait plus commode que je parle anglais la prochaine fois ou est-ce que cette traduction est-ce que ça vous Eu pergunto se vocês preferem que ela fale em inglês da próxima vez ou podemos seguir assim? Também é a tradução. São raros que ficaram no francês, que são professor Elvio e eu. Perguntas, 3 ou 4. Pode ser feito em chinês. Eu queria entender um pouquinho melhor essa presença do Confúcio hoje. Isso significa que a China atual está usando esse pensador da antiguidade, medieval, para, de uma maneira mais conservadora, desenvolver o seu projeto de desenvolvimento capitalista globalizado ou é apenas um adorno intelectual? Ce retour de Confucius en Chine, comme je l'ai montré, dure déjà depuis plusieurs décennies. Donc c'est un phénomène qui s'installe dans la durée et qui est très, très complexe en réalité. J'ai essayé de montrer quelques aspects différents, mais c'est complexe dans la mesure où Confucius lui-même a fait l'objet d'instrumentalisation déjà de nombreuses fois en fait, dans l'histoire chinoise. Et même dans mon cours du Collège de France, j'ai même essayé de montrer que Confucius lui-même est une invention, en quelque sorte, du régime impérial chinois. Então, esse retorno de Confúcio na China, como ela mostrou, tem vários anos. É um fenômeno que se instala e tem durado, e por isso é muito complexo. Ela mostrou que alguns aspectos diferentes dessa retomada. E é um fenômeno complexo justamente na medida em que Confúcio mesmo é objeto de uma instrumentalização da parte do regime. Então, o Confúcio também, por essa medida, é uma medida da complexidade. Você tem o pensamento mesmo, o pensador ancestral, ele é uma invenção de qualquer sorte da China imperial. Donc, on peut dire que depuis, disons, l'apparition de Confucius comme
comment dire, à la source de l'ordre impérial chinois, c'est-à-dire au IIe siècle avant l'ère chrétienne. On peut dire que Confucius est devenu une sorte d'emblème, de figure emblématique d'une certaine forme d'identité chinoise, puisque, comme je le disais tout à l'heure, cette dynastie Han qui a assis l'ordre impérial a donné son nom à une certaine forme d'identité culturelle chinoise, puisque quand vous étudiez le chinois comme langue, vous étudiez la langue des Han, c'est le Han. Et quand vous faites partie de l'ethnie dominante en Chine, en tout cas dans la classification actuelle, vous êtes l'ethnie Han. C'est-à-dire quand vous n'êtes ni tibétain, ni mongol, ni ouïghour, ni etc. Si vous ne faites partie d'aucune minorité ethnique, comme on les appelle en Chine, vous êtes Han. Donc cette dynastie, qui a duré 4 siècles, a véritablement donné son nom à une sorte d'identité culturelle chinoise. Et de la même façon, je vous mettrai là, donc de la même façon, Confucius représente à lui tout seul cette identité culturelle. Et c'est pour ça que quand les Chinois ont décidé de commencer à conquérir le monde par le soft power, ils ont créé partout les instituts Confucius. Então, justamente, podemos dizer que depois dos anos da aparição da retomada de Confúcio como fonte, aquele Confúcio como fonte da ordem imperial, intelectual imperial, no período do século II a.C., e que durou 4 séculos, até o século II após a era cristã, enfim, essa figura emblemática, ele retoma de certa forma uma ideia da identidade chinesa. É preciso lembrar, diz a professora, que a dinastia Han foi a dinastia que criou essa ordem imperial de que fala Confúcio. Ele, então, esse intelectual doa uma certa forma de identidade chinesa. É preciso lembrar que quando se estuda a língua chinesa, está se estudando a língua como a língua da etnia Han, que estudamos. No chinês, a língua chinesa chama Han-yu. Yu é o designo de língua e Han é etnia Han. Então essas duas coisas estão muito ligadas. A classificação atual, pensa-se que nós temos a etnia do Tibete, Uigur, que são 52 etnias na China, e quando se estuda Confúcio, então está se estudando o legado da etnia Han, que não é nenhuma outra, que senão a etnia que está no poder. Confúcio representa então essa identidade cultural, e os chineses começam a querer conquistar o mundo pelo soft power, e através dessa lógica da conquista do mundo pelo soft power, eles têm o Instituto Confúcio, que nada mais é do que um órgão do Ministério da Cultura chinês. Alors, c'est là que justement il y a un degré supplémentaire de complexité, parce que l'identification de Confucius avec l'entité Chine doit aussi beaucoup à l'intervention des jésuites. Parce que, en fait, ce sont les jésuites, en quelque sorte, qui ont présenté donc, la culture chinoise aux élites européennes à partir du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'Europe des Lumières. Les jésuites, donc, ont présenté cette culture chinoise comme essentiellement confucéenne, c'est-à-dire avec Confucius véritablement comme figure emblématique. Donc, d'une certaine manière, Confucius est apparu d'emblée aux élites européennes comme véritablement le résumé, l'incarnation de la culture chinoise dans son entier. Ce qui n'est évidemment, ce qui ne correspond pas à la réalité, puisque vous savez très bien que dans les traditions intellectuelles chinoises, vous avez aussi au moins du taoïsme, vous avez du bouddhisme qui
qui est emprunté à l'Inde, etc. Et donc, mais cette réduction de la Chine à Confucius, elle doit beaucoup justement à la médiation des jésuites. Então, essa complexidade da identificação de Confúcio como universidade chinesa se deve muito ao fato de que a tradução foi feita pelos jesuítas. Os jesuítas, então, no século XVIII, apresentaram à Europa do Iluminismo essa tradução do pensamento confuciano. Então, a figura de Confúcio é emblemática na medida que ele foi apresentado como resumo e encarnação de uma cultura chinesa. Né? Segundo a professora, essa é uma redução que não corresponde à realidade, porque temos a expressão do taoísmo, do budismo, com outras formas culturais presentes e que não correspondem à própria redução. J'aurais une question à vous poser. Eu gostaria de colocar uma pergunta. Si le Brésil devait décider d'ouvrir l'équivalent des instituts Confucius dans le monde, quel emblème, quel personnage emblématique est-ce qu'il choisirait? Que se no Brasil tivéssemos uma lógica de difusão cultural na medida do Instituto Confúcio, que figura emblemática que escolheríamos? Avez-vous une position? É uma pergunta lançada aqui. Probablement, oui, c'est une bonne idée. Guimarães Rosa, Instituto Guimarães Rosa. Mais Augustin est déjà présent sur le dossier. Alô? Professora Chen, muito obrigado pela sua excelente conferência. Eu fiquei bastante intrigado, no mesmo sentido do professor Elgio Trindade, com a mística e a história dessa presença icônica da figura de Confúcio, que nós podemos fazer algumas analogias. Eu estou aqui fazendo um comentário com as tentativas de eliminação, por exemplo, da religião cristã em regimes comunistas, como na União Soviética ou no leste europeu. Essa é uma questão, e que no final de contas, eu me pergunto se não tem uma espécie de força da longa duração, no sentido como a senhora falou, das várias camadas de história que formam repertórios pelos quais uma sociedade se apropria de múltiplas formas de um personagem, ou de uma doutrina, ou de uma ética, e essa apropriação múltipla que, no final de contas, leva a que uma revolução cultural não tenha força para eliminar os antigos ícones. Como, enfim, atualmente a gente vê, fazendo uma outra analogia, o Daesh, o ISIS, tentando também eliminar, enfim, museus da antiguidade, etc. Mas, para não me alongar demais, eu queria repropor a questão do professor Elgio, uma ótica, assim, weberiana. Provavelmente já foi colocada. Eu acho que o professor Elgio estava pensando em algo como a ética confuciana e o espírito do atual capitalismo chinês. É uma provocação para a senhora? Ou será que numa ótica durkheimiana ele vira, numa primeira leitura, mais uma espécie de identidade totêmica? Um emblema que, na falta de outros emblemas, ele serviria para unificar uma sociedade tão diversa, que parece que é a sua leitura. Obrigado.
certes, je pense qu'il y a une analogie entre ce qu'on observe actuellement en Chine et ce qu'on observe ailleurs. Je crois que vous parliez de la distinction du christianisme dans l'Europe socialiste, et je crois que vous faisiez aussi un parallèle avec Daesh, etc. Oui, enfin, je pense que l'analogie est là dans la mesure où il y a un mécanisme qu'on voit à l'œuvre dans différents contextes. C'est le même mécanisme qu'on retrouve un petit peu partout. Donc forcément, il y a des analogies. Maintenant, effectivement, concernant la thèse weberienne, il y a un véritable retournement. Enfin, comme si on prenait un gant et on le retournait complètement. Enfin, et d'une certaine manière, ce qui se passe actuellement pourrait être exactement l'inversion justement de la thèse weberienne. Non pas un renversement, mais une inversion comme on retourne à on prend les mêmes arguments et en fait on les fait opérer exactement en sens inverse. Donc on pourrait dire effectivement que éventuellement une certaine version du confucianisme sert de carburant au moins idéologique, donc à une certaine forme de capitalisme caractéristique chinoise. Então, assim, se ela bem compreendeu a questão, ela pensa que sim, que há uma certa analogia com o que atualmente se observa na China com o desaparecimento do cristianismo na Europa socialista. Ela pensa que a analogia contém um mecanismo parecido em diferentes contextos, né? E que há a certa analogia, portanto, atualmente, concernente à tese weberiana de que haveria um certo retorno na medida que se faz atualmente, se processaria como inversão da tese weberiana, inversão que traria, toma os mesmos argumentos, mas opera em sentido inverso. Podemos efetivamente dizer que há, então, essa inversão operada pelo confucionismo de uma certa forma de capitalismo. Na verdade, eu diria que a senhora pudesse... Est-ce que, oui, je peux demander aux personnes qui posent des questions de se présenter d'abord. Meu nome é Fábio, eu sou professor de Teoria Econômica da Faculdade de Relações Internacionais e a minha pergunta, na verdade, mais pedir para a senhora falar um pouco mais sobre o papel da burocracia e dos exames, né? E com essa retomada do Confúcio, se os exames também estão retornando, ou como é que funciona? E também comentar que, já que estamos falando do Weber, né, que o Weber também faz um elogio à burocracia como uma forma de dominação mais racional. Então eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Disons que je ne crois pas qu'on puisse parler d'un retour du système des examens mandarinaux actuellement en Chine, même si l'entrée à l'université est très sélective. Elle se fait aussi par concours et non pas par examen simplement. Donc, il y a des numerus clausus pour l'entrée à l'université et donc des examens qui sont en réalité des concours. Donc là, il y a vraiment une très grande sélectivité donc, à l'entrée à l'université, mais ça n'a rien de comparable avec le système des examens mandarinaux. Maintenant, la question de la bureaucratie impériale, c'est probablement un des facteurs qui explique la pérennité du système
système impérial chinois, dans la mesure où on peut dire que l'empire, le régime impérial chinois, qui a duré plus de 2000 ans, avec des ruptures bien sûr, mais enfin en gros plus de 2000 ans, c'est en fait la combinaison donc d'une idéologie confucéenne, en gros, c'est-à-dire une certaine moralisation du pouvoir impérial par les conseillers confucéens du prince. Vous avez donc un empereur unique, j'en reparlerai donc mercredi, un empereur unique mais qui est conseillé par des lettrés confucéens et qui inculque une sorte d'idéologie d'ordre moral en quelque sorte, qui essaie de limiter le pouvoir autocratique de l'empereur. Et cette idéologie en fait vient se superposer à une organisation bureaucratique effectivement très rationalisée et de plus en plus sophistiquée. On peut dire que véritablement la grande puissance en fait, du système impérial chinois, ça a été ce degré de sophistication dans l'art de gérer donc, le corps social. Donc on peut dire que là, il y a véritablement une technique de management social, qui a été développée de façon de plus en plus sophistiquée donc en Chine. Donc là, il y a véritablement un savoir-faire qui s'est développé à travers les siècles et qui explique sans doute en grande partie donc, la stabilité et la pérennité de ce système impérial. Donc on peut dire effectivement que l'analyse de Weber en fait, concernant cette bureaucracia imperial est relativement juste. Então, digamos que nos pode falar então do retorno do sistema dos exames como ancestralmente definido, mas há algo que hoje tem que pode ser de certa forma comparado a essa seletividade e a maneira que restringe bastante tanto para os exames para entrar nas universidades como os concursos públicos de modo geral. A burocracia, sem dúvida, ela é um elemento de perenidade do sistema imperial chinês, na medida que posso dizer que o sistema imperial tenha durado mais de 2000 anos, ela representa uma combinação da ideologia confuciana, grosso modo, né, um sistema de pensamento confuciano, conciliado com uma ordem autocrática, e que tinha um teor também de ideologia de ordem moral, mas que capaz de integrar então esse sistema, esse poder autocrático. Mas que isso se opõe a uma ordem burocrática mais organizada, talvez como no mundo ocidental, com um grau de sofisticação crescente, mas que sim é uma técnica de administração social que difundiu um know-how que permitiu a estabilidade e a perenidade do sistema imperial. Então, eu gostaria agora, em nome do Sindicato de Docentes, de oferecer à professora uma pequena ajudante e convidá-los a todos para quarta-feira. A conferência será sobre o debate de ideias na China atual. Estão todos convidados. Professora, merci beaucoup.